Chers amis, le questionnaire de santé, c'est celui qu'on redoute souvent, car c'est celui où vous consignez cette petite intervention que vous aviez oubliée il y a 3 ans, par exemple. C'est aussi parfois l'occasion de dire est-ce que je vais dire telle ou telle chose pour influer ou pas, ou cette vérité que vous préféreriez continuer d'ignorer à chaque nouvelle bouffée de cigarette, par exemple. Ou bien encore cette prise de sang qu'on vous oblige à faire, dont vous seriez bien passé, surtout en ce qui concerne le taux de gamma-GT en ce moment avec les soirées plutôt bien arrosées. Bon, le questionnaire de santé, clairement, on peut lui dire adieu, mais sous quelles conditions? On va essayer d'y voir un peu plus clair. On va faire nos points avec notre invité, Raphaël Vergne, directrice assurance et placement chez CAFPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci. concrètement, Raphaël, très joli Raphaël comme prénom. Je vous Quel remercie. apport législatif signe l'arrêt de mort du questionnaire de santé et pour qui et pour quel crédit immobilier et bien sûr sous quelles conditions précises? Donc, la fin du questionnaire de santé est effectivement soumise à condition. Elle fait partie de la nouvelle loi Lemoine qui a été votée fin février, juste avant que le Parlement ne cesse ses activités. Et donc, ces questionnaires de santé restent obligatoires dans les autres circonstances, mais pour les prêts qui se terminent avant 60 ans et dont les capitaux assurés au total, je vais peut-être revenir là-dessus, ne dépassent pas 200 000 euros, on n'a plus aucune question à caractère médical. Donc, on peut toujours avoir des questions. Vous mentionnez fumeur ou non fumeur. Donc, ça a trait au comportemental. Donc, ça, on peut toujours avoir cette question de la part de l'assureur, mais on ne peut plus avoir de questions quant à sa santé si on remplit ces conditions. Si on a moins de 60 ans, hein, on est d'accord. Donc, si le prêt se termine avant 60 ans, D'accord. Ah oui, donc on peut souscrire un prêt à 50 ans, Tout à sur fait. 20 ans, mettons, et devoir du coup être soumis au questionnaire de santé. tout à fait, D'accord. exactement. Ok. À 50 ans, si c'est moins de 10 ans, le prêt, par contre, là, on D'accord. peut tomber effectivement dans ces critères. Et donc, l'autre condition, c'est les moins de 200 000 euros assurés. Donc, concrètement, c'est tout prêt confondu, tout assureur confondu. Donc, si on a un seul prêt, typiquement, donc si on emprunte tout seul, c'est maximum 200 000 euros. Mais si on emprunte à deux, dans ce cas-là, ça dépend de ce qu'on appelle la quotité, c'est-à-dire le pourcentage assuré sur chaque personne. C'est Une la personne de banque qui vous 50 ans qui l'impose. emprunte 200 000 euros et qu'il finit à 65, il est soumis au À questionnaire de santé. santé, tout à Ok. fait. Et alors, Donc la règle de autre- plafond s'adapte si on, vraiment la règle c'est avant 60 ans le terme du crédit. Tout à fait. Et si on emprunte à deux, du coup, c'est 400 000 euros? Alors, si la banque a autorisé sur l'offre de prêt une quotité à 50%, par exemple, sur chaque emprunteur, oui. Dans ce cas-là, c'est 400 000 que multiplie 50%, donc 200 000. Et si j'ai déjà un emprunt, mettons, de 150 000 euros, mais que je refais un emprunt pour acheter une résidence, quelle qu'elle soit, là, pour le coup, on prendra la totalité du capital emprunté, Exactement. même si c'est dans une autre banque, par exemple, assurée à par fait. un autre assureur. Exactement. D'accord. Comment Pour les éviter la assureurs multiplication, en fait, d'un point de vue de risque pour les assureurs, la sûr. multiplication des prêts au-dessous de 200 000. Alors les assureurs ils en ont pris acte, hein, je pense, dans un court laps de temps apparemment, hein, qui leur a été imparti pour l'intégrer. Très court. Réaction des assureurs? Alors, Elles la sont réaction interlues des pour eux ou pas? assureurs a été que, donc, effectivement, ils ont eu très peu de temps pour le mettre en œuvre et c'est un très gros changement pour eux, puisque si on résume, un assureur a besoin de faire des statistiques pour pouvoir faire ses prix. Et là, sans données de santé, ça veut dire qu'ils n'ont plus ces statistiques médicales. Donc, à partir de là, certains assureurs ont eu les moyens de mettre en œuvre de nouvelles assurances au 1er juin avec un ajustement de tarifs. On Bien va sûr. sûrement y revenir, je pense. Et d'autres n'ont pas eu le temps. Et donc, ont simplement modifié les conditions générales de leur assurance pour dire qu'ils n'assuraient pas ce segment sans sélection médicale pour l'instant. Sachant qu'on précise que dans le même temps où on a connu donc, cette fin des questionnaires de santé, il a été décidé de laisser la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment, ce qui crée une compétitivité supplémentaire ou une compétition supplémentaire sur ce segment-là. Tout à fait. Alors, la loi Lemoine était assez riche, il y a beaucoup d'éléments dedans. Il y en avait un qui était donc le droit à l'oubli. Vous avez parlé de cancer et d'hépatite C tout à l'heure. Effectivement, avant, il fallait attendre 10 ans avant d'avoir le droit à cet oubli. D'un Ça point c'est de une belle vue. chose qui est Tout à cette fait. loi pour ça. Maintenant, c'est 5 ans. Donc, 5 ans après la fin des traitements, la rémission d'un cancer ou d'une hépatite C, on n'a plus du tout à le déclarer à un assureur. D'accord. Donc ça, c'est effectivement une très belle progression, entre autres pour reconstruire sa vie et tourner la page réellement et repartir dans des projets. La deuxième partie, on vient d'en parler, c'est les questionnaires de santé, donc qui ne sont plus autorisés sous conditions, sous 200 000 euros et moins de 60 ans. Et la troisième partie, c'est la résiliation. Alors celle-ci, elle rentre réellement en vigueur au 1er septembre. Donc pour tous les prêts, quelle qu'ait été la date de mise en place, on pourra résilier à partir du 1er septembre son assurance emprunteur pour en choisir une nouvelle avec à la clé de très grosses économies. Donc c'est le but, effectivement, de libéraliser enfin ce marché de l'assurance Oui, sans emprunteur. conditionnement, enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais
Souvent, les banques, même si elles ne l'écrivent pas, conditionnent l'octroi du crédit à la souscription du contrat d'assurance, qu'elles tirent leur marge essentiellement de cela. Juste pour rappeler un peu la compensation, c'est la mutualisation du risque, donc en matière d'assurance, c'est-à-dire que le risque individuel est pris en charge par la collectivité, c'est la mutualisation d'un même risque. Est-ce que finalement, la loi Lemoine, elle ne redonne pas tout son sens au principe même qui a créé l'assurance, quelque part, avec cette liberté de souscription? Et en fait... il y a quand même un cadre qui est posé, qui est assez novateur, on l'a rappelé là pour le droit à l'oubli. Et à votre avis, est-ce qu'il y aura aujourd'hui des tentatives d'y déroger peut-être sous certaines conditions? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que, on en parlera tout à l'heure avec Cécile Roclor, mais les banques quand même, qui est aussi un courtier, le premier courtier français, les banques, elles conditionnent quand même beaucoup à la souscription du contrat d'assurance. Donc, elles pourraient voir d'un mauvais œil la délégation d'assurance, parce que c'est ça, en fait. Oui. C'est avoir des prix moins chers ailleurs qu'on pourrait déléguer au profit de la banque. Non. Donc, effectivement, on peut uniquement faire un constat, et c'est ce dont sont partis donc, les législateurs, c'est qu'après la loi Lagarde, la loi Hamon, la loi Bourquin, qui était déjà sur la libéralisation de l'assurance emprunteur, on est quand même encore à plus de 80% des prêts qui sont assurés par des assurances groupes, c'est-à-dire les assurances des banques. Des banques, là, oui. Voilà. Donc, ce sont effectivement des principes différents entre les assurances groupes, les assurances bancaires et les assurances des assureurs externes en délégation. Le principe fondamental sur l'assurance groupe, c'est qu'il y a en général 4-5 tranches de tarifs en fonction de votre âge. Et en dehors de cela, c'est le même tarif pour tous, quelle que soit votre profession, quel que soit que vous soyez fumeur, non-fumeur ou que vous ayez un problème médical. Donc, à partir du moment où ils acceptent de vous assurer, ce sera le même tarif. En revanche, l'assurance en délégation, elle, est très personnalisée. Elle est sur mesure avec un tarif qui est fait pour l'assuré qui en fait la demande. Donc, effectivement, avec des tarifs qui pouvaient être très différents en fonction de votre situation personnelle. Donc, on revient sur une situation qu'on oubliait avec la fin du questionnaire de santé lorsqu'on passe par une délégation d'assurance. Et donc, sur ce nouveau segment sans sélection médicale, donc, dont on parlait tout à l'heure, effectivement, là, comme on n'a plus de données médicales, on aura toujours des différenciations possible en fonction de la profession, de l'âge, de fumeur ou non-fumeur par exemple, mais plus en fonction de votre état de santé. Et ça, c'est effectivement une forme de mutualisation du risque de santé entre tous les assurés chez cet assureur. Et à cause de cela, du coup, la mutualisation suppose une hausse en fait, du tarif. Oui, c'était ma question. Globalement. Une hausse du tarif pour tout le monde ? Alors, sur ce segment, effectivement, très peu d'assureurs n'ont pas relevé leurs tarifs en se disant qu'ils allaient attendre d'avoir un peu de recul pour éventuellement le faire. Mais la plupart ont d'emblée passé une hausse de tarifs et donc en disant qu'ils ont analysé le risque et estimé l'impact que ça allait avoir pour eux. Charge à eux de revenir derrière une fois qu'ils auront des éléments concrets avec un petit peu de recul pour éventuellement les rebaisser. Mais on est aujourd'hui sur une hausse d'un peu plus de 15% chez ceux qui ont fait des hausses. Donc, conséquences tarifaires finalement de l'impact de la loi. C'est cette loi qui a un impact sur le relèvement des prix. Alors, on va peut-être juste rester sur le tarif pour bien comprendre. C'est pourquoi est-ce que les prix augmentent ? C'est parce qu'avant, en fait, les profils les plus risqués payaient plus cher et donc et les profils les moins risqués payaient moins cher. Maintenant qu'on ne peut plus faire la différence entre les deux, on fait supporter une hausse inférieur, mais à tout le monde pour le coup, c'est ça ? C'est ça, parce qu'avant, vous aviez un problème médical. À tout le monde. Alors, à tout le monde sur ce segment, effectivement. Oui, sur le segment, attention. Donc, pour l'instant, les assureurs ont fait quelque chose d'assez homogène, mais justement, en promettant qu'une fois qu'ils auraient du recul, ils affineraient un petit peu tout ça, en fonction, par exemple, des profils d'âge, en fonction... voilà. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est une fois qu'on n'a plus de données sur le médical, on généralise, en fait, le coût médical à tout le monde. Et typiquement, vous aviez un problème de santé, l'assureur acceptait de vous assurer, mais vous disiez, par exemple, je vous fais un tarif plus élevé puisque donc j'ai un risque plus élevé avec vous. Donc c'est ce qu'on appelle une surprime. Là, sans questionnaire médical, du coup, plus de surprime possible. Oui, parce qu'il n'y a pas d'approche du risque individuel. Donc c'est quelque chose qui est couvert. Mais toujours sur le segment tel que vous l'avez décrit tout à l'heure. Oui, toujours sur ce segment sans sélection médicale. Crédit les autres n'ont pas bougé leur tarif. Avant l'âge de 60 ans, plafond à 200 000 euros. Exactement. Donc en fait, est-ce qu'on a, alors justement, puisque c'est de la mathématique, est-ce qu'on a le volume de ce segment ? On n'a pas encore suffisamment de recul et le volume varie énormément d'un assureur à un autre. Il y a des assureurs qui étaient plutôt sur des gens déjà peut-être un peu plus âgés, donc qui du coup terminent moins leur prêt avant 60 ans, d'autres qui étaient très spécialisés sur des plus jeunes et qui donc forcément se retrouvent beaucoup plus avec une clientèle de ce type-là. Donc ça varie énormément de quelques pourcents à 2 tiers du portefeuille d'un assureur. Est-ce que ça va impacter, déjà que ça l'est,
avec le taux d'usure, puisque vous savez que dans le taux d'usure, on calcule Oui. tout. Oui. Donc on a désolvabilisé déjà 27% de primo-accédants au mois dernier. Oui. Juste voilà, le truc qui calme bien. Avec des taux dont on sait d'ailleurs qu'ils vont subir encore une fois des augmentations. Il ne faut pas se leurrer. Même si encore, il est encore temps d'emprunter. Je le dis à tout le monde, il est temps d'emprunter parce qu'on a quand même une inflation qui est supérieure au taux actuel. Est-ce qu'il y a des flous encore dans cette loi que vous pensez pouvoir faire évoluer, qui vont évoluer peut-être? Il y a encore des zones de flou, mais plus techniques qu'autre chose. Donc l'évolution tarifaire, elle viendra plus avec le recul des assureurs sur ce nouveau volume en fait, d'emprunteurs qui auparavant, parce qu'ils avaient des problèmes médicaux, on aurait pu penser qu'ils seraient peut-être plus assurés par des assurances groupes que par des assurances en délégation qui, elles, avec la sélection médicale, allaient appliquer un tarif personnalisé, donc potentiellement plus élevé. Donc, ce potentiel afflux, je dis potentiel parce que vraiment pour l'instant, on n'a aucune indication en ce sens non plus, mais potentiel afflux de gens qui ont des problèmes médicaux et donc qui potentiellement peuvent coûter plus cher à l'assurance. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments, puisque ça fait seulement un peu plus d'un mois qu'on est rentré dans ce nouveau cadre, pour appuyer cela ou pas. Donc après, pour le taux d'usure, l'assurance est effectivement un élément essentiel, puisque donc, les taux, vous l'avez dit, remontent et donc rentrent dans le calcul du TEG tous les frais annexes aussi du crédit, mais surtout aussi le taux de l'assurance. Et donc l'assurance donc en délégation étant en général bien moins chère qu'une assurance groupe, du coup l'assurance en délégation prend tout son sens dans cette période de taux d'usure. Donc même si on est sur un segment sans sélection médicale avec une hausse d'une quinzaine de pourcents, comme je le disais tout à l'heure, malgré tout, dans l'immense majorité des cas, on a plus intérêt à passer en délégation pour pouvoir se financer. Chez CAFPI, c'est ce que vous faites? Alors du coup, c'est toujours un dialogue avec les banques, parce que nous, ce qu'on fait, c'est un montage financier. Et le montage financier comprend à la fois le prêt et l'assurance. Et ça, c'est possible pour tous les profils de passer en délégation? Oui, ou en tout cas d'avoir cette négociation. Alors oui, et effectivement, sur les banques, leurs propositions peuvent varier aussi en fonction des profils et du type de montage, bien évidemment. Donc, des banques sont plus ou moins réticentes à la délégation pour préserver aussi leur activité, et on peut le comprendre. Mais pour autant, si ils sont vraiment intéressés par le profil du client, on le voit, on peut avoir des délégations sur des montages là où on aurait pu penser qu'il y a quelques mois, on n'en aurait pas forcément, pour permettre de financer ce client malgré le taux d'usure, puisque l'assurance groupe, comme je le disais, est souvent plus chère. Après, on voit aussi des banques qui diminuent aujourd'hui le coût de leur assurance groupe. Donc, dans tous les cas, c'est effectivement le sens de la loi qui voulait libéraliser ce marché pour rendre l'assurance moins chère. Et ça nous fait une transition toute trouvée avec la deuxième partie de la Côte Immo qui sera sur le taux d'usure justement. Merci beaucoup Raphaël Vergne d'être venu sur le plateau de la Côte Immo. Je rappelle que vous êtes directrice assurance et placement chez CAFPI. Merci. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de la Côte Immo.